Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, je vous dis souvent que les personnes à l'extrême droite de notre pays ne sont pas les plus malines. Ah, ce n'est pas les chips les plus croustillantes du paquet, ni les lampadaires les plus brillants de la ruelle. Mais là, les amis, on a atteint un autre stade, un nouveau niveau, c'est inédit. On n'est plus face à de la stupidité, on est face à de l'absence d'intelligence, un désert cognitif spectaculaire. Regardez-moi ça, je vous mets un peu de contexte. 9h20 du matin, on est sur CNews. Pascal Praud et ses drôles de dames sont en train de nous parler de la terrible affaire de la petite Louise. Mais surtout, du coupable dans cette histoire, le dénommé Owen L. Et regardez-moi bien le délire, il n'y a pas d'autre façon de le dire que Richard Millet va nous formuler. Owen, monsieur Bilger tout à l'heure m'a dit le nom qu'on n'a pas le droit de divulguer de ce ONL, mais moi c'est le prénom qui m'intéresse. Il me semble que toute la violence de cette affaire est contenue dans le prénom. Pourquoi ? Parce que d'un côté vous avez Louise, c'est un prénom chrétien, français, etc. Et de l'autre vous avez ce prénom de série américaine, porté par quelqu'un qui probablement vit dans une espèce de sous-série américaine et qui, lorsqu'il a un bobo psychique, dit « je vais sortir pour tuer » ou pour etc. Donc on est dans un monde complètement déréglé et tout ceci fait partie de cela. Oui, bah oui, et tout ceci fait partie de cela. Les plus de 10 000 personnes qui s'appellent Owen en France, en PLS. Si on suit sa théorie jusqu'au bout, il est quand même en train d'affirmer que dans l'éventualité où le gars se serait appelé Charles ou Richard, il n'aurait pas fait ça. C'est quand même des théories, de gros raslards, hein. Nommons un chat, c'est une théorie de raslar. Ah bah oui, déjà il pense que toutes les cultures au monde, à part la nôtre, sont dangereuses. Et en plus le plus fou, c'est qu'il pense qu'un simple prénom est un marqueur suffisant pour influencer toute une personnalité, toute une vie. Et que donc, il faut qu'on donne des prénoms français parce qu'on est les seuls à pas être dangereux. Ah mais je vous avais prévenu, hein, l'absence d'intelligence. Bon, mais on peut faire mieux, Toujours sur la même chaîne, on a trouvé une autre explication à ce qui s'est passé. On a trouvé une autre circonstance, à part le prénom, qui peut être responsable. Ah mais en fait, dans cette histoire, tout est responsable, sauf le gars qui a fait ça. Bon, écoutez-moi ça, vous allez bien rigoler. Bienvenue dans les années 80, messieurs, dames. Enquête justement là-dessus en expliquant que le risque d'agression chez les jeunes qui jouent aux jeux vidéo est similaire à ceux qui consomment de la cocaïne ou de la MDMA. On est à 29% de risque. Au niveau des dépressions, pareil, il y a une augmentation, on est à 23% de risque de dépression. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des mesures qui montrent clairement qu'il y a une corrélation directe entre l'agressivité, la dépression chez les jeunes et l'utilisation abusive des jeux vidéo. Ah bah c'est les jeux vidéo maintenant le coupable. C'est Fortnite même précisément, parce qu'il n'a pas fait son top 1. Non mais ne vous énervez pas tout de suite les amis, ne vous énervez pas tout de suite. Il y a aussi la partie 2, et oui, sur C8. Où là, on ne parle même plus d'Owen. Non, on prend le sujet juste pour insulter, je dirais, un Français sur deux. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à ça, j'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non mais si ça va des singes et des bananes, ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de serial killers, vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Ah sympa Yann Moix. Mais rassurez-vous les amis, l'abruti, c'est lui. Il a été prouvé et reprouvé que jouer à des jeux vidéo de façon régulière, sans abuser, ne baisse pas, mais augmente les capacités cognitives. C'est-à-dire que ça dépend des jeux, mais pour certains ça vous rend plus malin, plus vif, plus apte à résoudre un problème rapidement. Par exemple, ce n'est pas des jeux vidéo, mais qui pourrait dire que jouer aux échecs rend demeuré, ou alors que jouer aux fléchettes fait baisser la dextérité. Bon les jeux vidéo c'est la même chose, ça travaille les mêmes compétences, c'est juste que c'est un clown, il ne s'en rend pas compte. Bon, et maintenant on va parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir, on va parler un peu de l'affaire Bayrou. Ça y est les amis, enfin, les médias se sont mis à en parler. Ah c'est pas trop tôt, je sais pas ce qui s'est passé. Au bout de plus d'une semaine, ils ont enfin compris que les preuves que la gauche a avancées sont extrêmement solides. Regardez-moi ça les amis, c'est magnifique.
public, tous les médias du pays, tous en chœur. On peut le dire, François Bayrou est cuit, comme un poussin. Ah, cuit. Particulièrement sordide, particulièrement embarrassant pour François Bayrou. Le scandale de Betaram. Betaram. Notre-Dame De Betaram. de Betaram. C'est le nom de l'établissement scolaire catholique Bernay. Sur lequel le parquet de Pau enquête pour des faits présumés De violence. Des agressions sexuelles. Et même des viols. C'est une enquête de très grande ampleur. Une affaire qui devient politique. Non mais là ils vont plus le lâcher, ça y est, on a déclenché la tempête. Et tant mieux, hein, tant mieux. Bon par contre, ils ont bien attendu une semaine que toute les motions de censure passent. Comme ça, au moment de censurer, cette histoire n'est pas rentrée dans le calcul. Alors que vous pouvez aller le vérifier, hein. Depuis la première motion de censure, je parle de cette histoire. Mais la chose qui fait que François Bayrou est vraiment cuit dans cette histoire, c'est le témoignage du juge. Regardez-moi ça, c'est carrément un juge qui l'accuse à visage découvert. À l'époque, François Bayrou va à la rencontre de ce juge en charge de l'affaire, une rencontre d'ordre privé. Il était inquiet parce qu'il y avait un de ses enfants élève, qui était élève à Betaram. Ce qui ne m'a pas choqué du tout, puisque tout le monde en parlait, les journaux locaux. Il n'a rien appris, en venant me voir, qui n'ait été publié déjà auparavant dans les médias. En plus de son fils, qui est donc à l'époque scolarisé dans cette institution catholique, sa femme y donne également des cours de catéchisme. Lors de cet échange informel, le juge Mirande lui confirme l'existence d'un cas avéré de viol et qu'un second est en cours d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez de sa réaction quand même? Oui, bien sûr. Il n'arrivait pas à le croire, il trouvait ça incroyable. Ce témoignage du juge Mirande interpelle quand on sait que François Bayrou a assuré en début de semaine devant les députés qu'il n'était au courant de rien. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence, a fortiori sexuelle. Jamais. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre ? En l'occurrence, son fils était déjà scolarisé à Notre-Dame de Betaram lors des premières affaires de viol. Hier soir, le porte-parole des victimes de Betaram a annoncé que François Bayrou l'avait enfin appelé. Il lui reprochait de n'avoir eu aucun mot pour les victimes depuis le début de l'affaire. Ah, il nous a menti droit dans les yeux. Du coup, le fait que cette personne soit capable de passer des lois en 49.3 m'inquiète encore plus. Je sais pas si quelqu'un y pense, les amis, mais les députés RN, j'aimerais bien entendre leur avis dans cette histoire. Ça suffit maintenant de faire les autruches. Bon, mais attendez, parce que pendant qu'on est concentré sur notre Premier ministre, on a Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui nous raconte comment il va détruire notre système social. Alors, moi j'ai juste une question. Est-ce qu'on a un ministre dans notre pays qui fait le boulot pour lequel on le paye? Parce que t'es ministre de la Justice, Darmanin. Pourquoi tu nous parles du budget? Bon, d'abord, ce qu'a dit la Cour des comptes, c'est dérive des dépenses publiques. C'est plus que ça. Mais attendez. Mais elle a dit collectivité locale et surtout champ social. Vous savez comme moi que le sujet principal de la France, c'est cette dépense sociale. Les retraites, l'assurance maladie, l'assurance chômage. C'est ça l'essentiel de notre problème. Ça ne veut pas dire que l'État ne peut pas faire des économies, il doit en faire. Mais c'est le champ social qui doit faire l'économie principale. C'est presque un quart de tous les prélèvements. C'est de l'endroit où va l'argent. Sur 100 € d'argent public dépensé, plus de la moitié, c'est notre système social. Et la moitié de cette moitié, un quart, c'est les retraites. Donc d'abord, il n'y a pas de programme économique de baisse de dépenses ou de baisse d'impôts s'il n'y a pas un programme économique qui vise à réformer le système des retraites. Donc moi, le système des retraites, soit on augmente l'âge de départ à la retraite, bon, on a une discussion en ce moment, soit on baisse les pensions, ou en tout cas on limite leur augmentation. Je rappelle que Mme Le Pen a joué l'anti-France de ce point de vue, puisqu'elle a fait tomber le gouvernement de Michel Barnier sur une mesure courageuse, tout n'était pas courageux dans le programme de M. Barnier, mais ça c'était courageux, on va ne pas baisser les retraites, mais éviter une augmentation trop importante par rapport à l'inflation des retraites. C'est des milliards d'euros d'économies. Bon, Mme Le Pen, elle joue l'anti-France. Elle est pour l'augmentation des dépenses sociales de ce point de vue pour des raisons tout à fait électorales. Et puis après, il y a l'idée que je peux porter pour répondre à votre question. Moi, je pense qu'il faut mettre fin à notre système général de répartition, parce qu'il est fondé sur la démographie, et que cette démographie n'est pas celle d'il y a 30 ans, qu'on doit y mettre une part au moins au début de capitalisation. On sait tous qu'il y a donc un problème au début, comme on passe de répartition à capitalisation. L'État possède 80 milliards d'euros d'actions, d'investissement dans des entreprises. Une partie, à mon avis, n'a rien à faire dans l'État. Je l'ai déjà dit plusieurs reprises, y compris quand j'étais parlementaire. Qu'est-ce que nous faisons encore dans des entreprises comme Orange, comme Engie, enfin, on pourrait multiplier Stellantis. On n'a pas besoin de ça pour maîtriser notre souveraineté industrielle. Laissons faire le travail Donc des entreprises. Moi, je propose qu'on vende quelques milliards de nos actions
qu'on utilise cet argent pour permettre un premier pas vers la capitalisation du système des retraites. Mais c'est du sabotage ce que tu proposes. On vend les parts que l'État a dans des entreprises qui fonctionnent parfaitement bien pour capitaliser. Ah bah oui. C'est vrai que depuis qu'on a vendu nos autoroutes à des entreprises privées, on a capitalisé un truc de fou. Oh là là, qu'est-ce qu'on a capitalisé. Mais en plus, moi je pense qu'à l'époque, c'est le même genre de clown qui est venu dans le même genre de télé pour nous vendre la même idée. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou. Non mais un peu de sérieux, son plan c'est on vend tout ce qui marche, on détruit notre système social et ensuite chacun se débrouille, on verra bien qui s'en sort. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça autre que cassez-vous de là? Qui vous a élu pour prendre ce genre de décision? Bon, et sur un autre sujet, on a Élise Lucet qui a fait son envoyé spécial et qui a testé les députés à l'Assemblée. Voilà, elle les a testés pour voir s'ils avaient pris des substances. Et tiens, comme c'est bizarre. L'écrasante majorité des députés testés sont des députés de gauche. Bah alors, le RN, les macronistes, on est sorti par la porte de derrière. Il faut que vous la gardiez dans votre bouche pendant une quinzaine de secondes avec la salive dessus, bien sûr. Il paraît que ça a un mauvais goût. Non, ça la monte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, alors? Enfin là, je le fais volontiers parce que j'ai rien à cacher. Mais j'aime pas l'idée qu'on soit obligé de se présenter quelque part en étant testé auparavant. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je crois à l'exemplarité. On ne peut pas demander aux gens de respecter des règles que nous ne respectons pas nous-mêmes. Ça n'a aucun sens. Et vous pensez qu'il y a des problèmes de drogue ici à l'Assemblée? Je crains qu'il y en ait ici comme ailleurs. Pas plus, pas moins. Je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes comme tous les gens de la société. De drogue, de dépendance au jeu, de dépendance au sexe, de dépendance... ouais, je pense, ouais. Bah, c'est un petit concentré de la société dans laquelle on vit. Bizarre qu'il t'ait pris toi, c'est étrange. Non, c'est lui qui s'est proposé. C'est moi qui me suis proposé. Au contraire, c'est lui qui s'est proposé et qui a dit... Mais regardez-lui, c'est lui qui me prend. Ah, moi, je fais partie des trois qui ont dit qu'il fallait tester tout le monde et qu'il fallait mettre les noms. T'as parlé de l'alcool aussi? Il faut aussi... tout, la totale. Ça détecte l'alcool aussi? Non. Mais alors, c'est rigolo parce que vous êtes tous d'accord quasi, hein? Pourquoi vous faites... Mais non, il y en a qui disent que c'est un peu populiste. Non, parmi vos collègues députés. Au moins, ça enlève... on entend de partout, quand nous, on est en circonscription, vous ne montrez pas d'exemple. Donc, je pense que c'est ça. Si on n'a rien à se reprocher, on le fait. Alors, on est positif ou négatif? Non, rien. Rien. Et moi? Rien. Bon, en tout cas, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas? Et c'est négatif. Il n'y a rien. J'avais aucun doute. Merci. Rien. Ma mère va être contente. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé un petit test sur Gabriel Attal, là. Ah, je sais pas. En entendant sa dernière prise de parole devant une caméra, je me dis que y a moyen qu'il sorte positif. Vous pensez de Prisca en tant que député? C'est compliqué pour moi de me poser une question sur Prisca en tant que député, parce que pour moi, Prisca, c'est beaucoup plus que ça. C'est le S, comme on dit, c'est le sang. C'est le sang. Non, mais voilà, avec Prisca, on s'est connus d'abord en tant que militant à En Marche. Et puis après, Prisca a été élu député, enfin, en 2022. Et puis ensuite, on a été ensemble. Moi, j'étais au gouvernement et Prisca m'a rejoint. Et on a noué des liens qui sont à la fois politiques et personnels. Et pour moi, ça a été un des principaux soutiens quand j'étais au gouvernement. D'abord en tant que ministre et ensuite en tant que Premier ministre. Parce que vous savez, en politique, vous n'avez pas toujours des amis autour de vous, y compris dans votre groupe ou dans votre parti. Vous avez des gens qui ne vous veulent pas toujours du bien. Et donc avoir des soutiens auprès de vous, c'est quand même, ça fait toute la différence. Et en plus de ça, c'est une très bonne députée, une très bonne politique. Voilà, je le vois. Son point fort? Son point fort, d'abord, c'est qu'elle est courageuse. Elle se défile jamais. Elle n'a jamais peur de défendre ses convictions, de défendre nos idées et nos valeurs, que ce soit sur un plateau de télévision ou face à des interlocuteurs qui ne sont pas évidents. Ça, c'est d'abord le courage. Elle a des convictions. Voilà, c'est quelqu'un qui a un parcours aussi qui force l'admiration et elle croit vraiment dans notre République, dans ce que ça permet, ce que ça promet aussi pour beaucoup de personnes et pour les Français. Et donc voilà, je pense que c'est important d'avoir tout type de profil à l'Assemblée. Mais il est suivi ou quoi? Pourquoi il regarde derrière lui? Il devient parano. Il y a quelque chose, les amis. Il y a anguille sous roche. Il m'a pas l'air bien, le Gabi, là. Prisca Thévenot, c'est le S. Il fait que regarder derrière lui. Il y a des gens dans son parti qui lui veulent apparemment du mal. Non, je vous le dis.
Il aurait dû faire le test d'Élise. On en aurait peut-être appris plus que prévu. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.